Bien, ça vient déjà par l'envie de faire un film et par, en effet, je crois plus, peut-être on en parlera, mais aux vertus du bricolage. Et ça vient, je me souviens, j'étais face à différentes idées de projets de long métrage et je ne savais pas lequel véritablement développer. Puis il y avait quelque chose qu'ils avaient en commun et tout ça. Et voilà, je tournais autour, et je sentais en tout cas quelque chose de ces 3-4 projets qui pouvaient aller ensemble. Et C'est-à-dire que ces 3-4 projets étaient des ébauches de différents longs métrages. Étaient des ébauches. Et je pense un peu, alors je ne vais pas dire par... je me suis dit, si je prenais que, finalement, les moments que j'aime le plus dans chacun de ces projets, les moments qui, comme ça, d'évidence, sont excitants. Et donc, je suis parti, finalement, de ça, puis je me dis, ben, pas de passage obligé. Il y a évidemment des choses parfois un peu complexes à mettre en place, et ben c'est une voix off qui le prendra en charge. Et j'adore la voix off. C'est Philippe Torreton, oui, tout à fait. La voix off. Tout à fait. Et donc j'ai organisé un scénario comme ça, avec des histoires alors, qui étaient parfois imbriquées, parfois qui étaient satellitaires. Et c'est en discutant avec une amie que l'idée du titre est venue, et que ce titre permettait aussi de créer une sorte de lien à ces différents récits. Et c'est d'ailleurs après ce film que je me suis remis en tête que je trouvais enfin une clé pour faire des courts-métrages, parce que avant ce film, j'avais l'impression chaque fois d'être pris à l'étroit dans le format court, et après ce film, je me suis dit oui, finalement, j'aime aussi les histoires courtes, comme on peut aimer les nouvelles. Et ce qui est toujours délicat, c'est justement d'en amener assez vite la complexité, et de ne pas avoir peur, justement, de la voix off, et d'aller, d'éviter toutes les scènes explicatives pour peut-être pour plonger directement au cœur de ce qui nous intéresse. D'ailleurs, merci, parce que revoir le film et le revoir en salle, entendre la réaction du public, c'était tellement réjouissant. Et personnellement, je sais aussi que j'aime beaucoup votre cinéma, parce que j'avance et je vieillis avec chacun de ces personnages depuis les années 2000, et ça fait un bien fou de les revoir. Donc merci. Et ce que vous dites par rapport à ce lien au court-métrage, est-ce que vous pouvez aussi, puisque vous aviez commencé dans les années 90 à faire des courts-métrages, vous y retournez au milieu des années 2010, est-ce que vous pouvez aussi parler de cet aller-retour entre le long et le court, à la fois comme pratique et non uniquement comme essai, mais vraiment comme une forme pleine? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce rapport au court-métrage et votre retour récent aussi au court-métrage? Eh bien, je pense qu'en tout cas que ce film a permis, puisque avec mes camarades, c'est-à-dire avec Laurent Desmet, David Febvre, le chef opérateur, voilà, le décorateur, le monteur et l'ingénieur du son Maxime Gavaudan, on a fait 4 courts-métrages depuis. Je pense donc que l'expérience de ce film, pour moi, comme je l'expliquais, m'a mis peut-être plus à l'aise, ça veut dire plus à l'aise en tout cas, m'a ramené à ce qu'il pouvait y avoir de réjouissant. Dans une forme courte, on peut faire quelque chose d'assez réjouissant et profond. Et donc oui, alors j'ai oublié comment on s'y est mis. Oui, on s'y est mis entre deux films, et comme un plaisir, puis comme on a au fil du temps une amitié assez forte,
s'est développé entre nous et peut-être qu'on a plus de plaisir à faire le court-métrage qu'à partir en vacances ensemble. Donc il y a une continuité entre ce que vous faites en long et en court. Oui, alors il y a parfois une continuité. C'est très compliqué parce que je crois que c'est le fait de faire des films qui fait qu'ensuite on voit une continuité. Mais quand on fait les choses, on fait un peu ce qu'on peut, mais après quand on relit, on crée la continuité et dans les ellipses, on se raconte des choses. Donc je ne sais pas s'il s'agit de continuité, puisque finalement moi je vis les choses comme des interruptions et des recommencements, mais c'est vrai que quand on se retourne, ça fait quelque chose de continu. Mais par exemple, c'est vrai que avant Mademoiselle de Jonquière, on a fait quelques courts-métrages, dont un qui était en costume. Le consentement. Le consentement, que je crois que vous verrez, c'est jeudi. Le 15. Et ben oui, il y a quelque chose qu'on expérimente, même si on n'a pas les mêmes moyens, quelque chose qui aussi peut faire songer à ce qu'on va faire après. Mais je n'aime pas néanmoins penser ça comme des exercices. Quand j'étais même étudiant à la FEMIS, j'étais pas le seul. On était complètement opposés à cette notion d'exercice. Il y a toujours quand même l'idée d'un film. Et finalement, il n'y a pas de véritable différence entre un court-métrage et un long-métrage, si ce n'est la durée, et que le court-métrage ne rentre pas dans un marché, dans une économie comme le long-métrage. Mais par exemple, j'ai beaucoup apprécié le film d'Hamaguchi, Conte du hasard, dans sa forme, et je le trouve très excitant dans sa forme, qui est grosso modo trois courts-métrages d'une demi-heure, un peu comme trois nouvelles qui sont rassemblées, qui ont un lien thématique, ça s'appelle Conte du hasard, peut-être un lien hasardeux, mais heureux, parce qu'il y a quelque chose qui est... voilà, que j'ai trouvé extrêmement plaisant, et surtout plaisant aussi par l'affirmation de ce goût du récit, et de ces récits, on va dire, relativement courts. Et voilà. Oui, oui. D'ailleurs, le film de Hamaguchi, donc le cinéaste japonais, s'appelle exactement Conte du hasard et autres fantaisies. Voilà. Je pense que la fantaisie. Oui, et autres fantaisies, tout à fait. Hein, ça compte là aussi. D'ailleurs, vous dites on ne veut pas faire d'exercice, mais c'est vrai que quand on voit ce film, on se dit ah oui, un film à sketch, mais c'est pas exactement un film à sketch. C'est pas non plus un film, comme on dit souvent, un film choral, puisqu'a priori, un film choral, tous les personnages participeraient de la même intrigue. Donc c'est plutôt un film à épisodes, un film chapitré. Et on voit qu'il y a certains personnages qui parfois font une incursion dans l'histoire d'un autre, ou comme Julie Depardieu qui est là au début puis qui revient à la fin. Il y a des trajets comme ça, mais c'est pas systématique. Et donc, qu'est-ce que c'était finalement quand vous avez commencé à trouver la forme que vous avez décrite, c'est-à-dire ces courts-métrages assemblés? Est-ce que vous vous êtes fixé pour les personnages, les situations, une règle du jeu? Ou est-ce que vous vous êtes dit attention à la règle du jeu, attention au systématisme, et donc plutôt penser à l'exception plutôt qu'à la règle, parce qu'il n'y a pas de systématisme. Il y en a qui ne reviennent pas, il y a des histoires bouclées. Oui, il y a des histoires que je dirais plus voilà. Satellitaires. Et je pense qu'il y a quelque chose déjà qui était très pratique, c'est le titre. Donc le titre est comme je le disais tout à l'heure, une sorte de liant qui est intégré par lui-même. Ensuite, il y avait cette idée, évidemment inspirée d'Ovide, en effet, de ce chapitre avec un peu comme sous forme de conseil. Et donc, il faut juste dire, enfin voilà, Ovide, poète latin du 1er siècle, qui a écrit L'Art d'aimer. Tout à fait. Qui est un manuel de séduction. Enfin, autant des romans. Non, mais exactement, et que je vous engage à pratiquer, à lire, parce que il y a des passages qui sont réjouissants et très fortement, on va dire, actuels aussi. Notamment les conseils à l'égard des femmes. C'est-à-dire on peut le voir aussi comme un poète très féministe à l'époque. Donc oui, grosso modo,
et c'est pour ça que ce mot me l'a évoqué, j'ai commencé là-dessus, c'était ce mot de bricolage. À partir du moment où il y avait ce titre qui jouait un lion, je me suis dit oui, ne forçons pas les choses pour que tout rentre en effet dans un film choral et tout ça. Et il y avait quelque chose d'excitant à ce qui est, je crois, deux histoires satellitaires, qui est des échos, puis des histoires qui se recoupent avec des personnages comme ça. Et j'ai pas essayé de forcer les choses pour avoir cette forme, oui, qui est peut-être un peu incongrue, et on me disait tantôt film à sketch, tantôt film choral, mais sans pouvoir vraiment le faire rentrer dans une case. Et si bien que, même après, et j'avais pris beaucoup de plaisir, il y avait quelque chose qui me plaisait, du côté, alors c'est pas expérimental, mais un peu de cette forme, un peu hybride. Et je m'étais mis à rêver, puisque j'ai comme un peu tout le monde, ça met des notes et tout ça, des scénarios, de me dire, ah ben tiens, si je faisais l'art d'aimer 2, l'art d'aimer 3, alors le film n'a pas eu un succès suffisant pour que ça soit une idée qui déclenche en tout cas de telles propositions, mais il y a toujours cette idée qui me plairait, oui, comme une sorte de catalogue d'histoires plus ou moins courtes, plus ou moins longues, et qu'on pourrait tourner. Alors je n'ai pas du tout de projet de série, mais si jamais j'ai un projet de série, ça ne serait pas forcément des personnages qu'on retrouve comme ça, mais ce serait une forme libre, avec des histoires courtes, des histoires longues, des ébauches d'histoires, et voilà. Donc c'est un film qui, voilà, peut-être qui m'a marqué, parce que il me laisse des désirs encore de faire quelque chose qui aille dans cette direction-là. Et d'ailleurs, vous parliez d'idées, et vous citez Ovide pour le titre. Et justement, d'où viennent ces idées? Parce que vous travaillez souvent, le plus souvent, hormis Mademoiselle de Jonquière, vous travaillez sur des scénarios originaux. D'où vient cette inspiration, ce rapport à la littérature, et même les intertitres qu'on a dans l'art d'aimer? Est-ce qu'il y a un fort ancrage littéraire? Comment viennent ces idées, ces histoires? Elles peuvent venir de beaucoup de sortes. Je pense que quand on fait des films, alors surtout dans le cinéma indépendant, quand on fait des films, on écrit nécessairement. Ça veut dire que ce qui permet de déclencher le financement des films, ça demeure un scénario. Et je pense que pour l'ensemble des réalisateurs, on prend des notes. Donc, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est une situation. Ce qui me fait prendre une note, c'est une situation. C'est rarement un personnage. Ou alors, ce que peut dire un personnage, et cela crée une situation. Donc, j'ai des listes de situations. Alors, c'est vrai qu'à la lecture d'un livre, un passage, ou le récit que peut nous raconter un ami, une amie, peut aussi donner une idée de... Et puis aussi, tout simplement, la rêverie. La rêverie et les fantasmes. Le cinéma, c'est surtout « et si ?» Et s'il m'arrivait ça, et si je me retrouvais dans cette situation? Et donc, le cinéma est aussi un lieu, quelque part, pour fantasmer et pour avoir les conséquences de ces fantasmes. L'histoire de la chambre, dans le noir, dans l'hôtel, c'est nécessaire. Ça procède nécessairement d'une activité... Est-ce que c'était une vraie recherche scientifique? Oui. Oui, c'est un article du Monde. Oui, mais bon. Mais voilà, mais d'un article, on peut trouver, voilà. Et après, je pense qu'il y a, à force de collectionner des situations, à la fois... Ce qui nous intéresse dans les situations, c'est des situations qui, oui, c'est une certaine forme d'aspect cocasse, puis de situations où on se retrouve, on va dire, sur un terrain glissant. Donc à force d'essayer de les collectionner, ça devient presque un automatisme, une déformation. Voilà. Alors on reviendra peut-être sur le dernier épisode, hein, justement le blind test et la chambre dans le noir. Mais je disais aussi au début, avant la séance, donc évidemment Chronique d'une liaison passagère sort ce mercredi. Et Chronique d'une liaison passagère, c'est un film avec
3 personnages. Là, c'est l'inverse. Je dirais qu'il y a 10 ou 15 personnages principaux ou importants. Et donc, avec Gabriella, on se disait, mais alors, dans ce cas-là, mais ça vaut pour tous vos films, parce que j'ai l'impression, du point de vue des acteurs, qu'autant vous allez chercher des acteurs au cinéma ou au théâtre, autant des visages connus que des nouveaux visages. Comment se passe, par exemple, le casting d'un film comme L'Art d'aimer? Est-ce qu'au moment où vous écrivez, en supposant que tout le monde réponde favorablement, vous avez pensé chaque fois à un acteur ou pas du tout? Non, 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 jamais je pense aux comédiens lorsque j'écris, pour d'ailleurs une première raison qui serait que on ne sait pas si ça va l'intéresser, s'il va être libre, et puis généralement un comédien n'est pas tout seul, il faut d'autres comédiens. Donc non, j'évite d'y penser pour éviter des déceptions. Et puis l'autre chose, c'est que dans l'imaginaire un peu collectif, on a tendance à penser qu'on écrit le film et ensuite on le fait, comme si on allait faire ce qui est écrit. Or, dans le processus, c'est pas du tout ce qui se passe. Un scénario, ce sont des situations avec des actions principales et des dialogues. Mais la phase qui suit, qui est le choix des comédiens, c'est une phase d'écriture. Et on voit très bien que l'incarnation même amène une personnalité au personnage. Parfois, pour moi, les personnages, c'est les premières lignes, c'est A et B. Et puis après, bon, il faut l'appeler Annabelle et Bernard. Et puis, et le fait qu'Annabelle soit telle actrice ou telle actrice, ça change tout. Et puis même, parfois, on peut inverser. Finalement, non, le personnage féminin sera le personnage masculin, puis le personnage... Voilà. Donc, le casting est une phase d'écriture, avec ses surprises, avec ses contre-emplois qui vont aussi ensuite redessiner le scénario. Le choix des décors, c'est pareil. Alors parfois, oui, ce qui devait se passer dans une chambre et tout ça, on se passe dans une chambre, mais il arrive que ce qui se passe dans une chambre, finalement, se passe dans un bois, et qu'une conversation qui était sur un canapé se fasse sur une barque. Et parce que, oui, et puis même si c'est une chambre, les différentes chambres qu'on va voir vont dans l'ambiance, dans l'atmosphère, raconter des choses différentes. Sans parler du tournage avec le découpage et ce qui se présente à nous. Le film s'écrit quelque part en permanence. Mais ce qui veut dire par exemple que si effectivement le scénario, c'est-à-dire que en fait vous ne sacralisez, même si vos dialogues, les mots sont très précis et qu'on sent une préméditation dans le dialogue, en même temps ce dialogue n'est pas sacralisé. Je veux dire par là que vous dites au casting, mais aussi bien au tournage, si un acteur ou une actrice n'arrive pas à dire quelque chose, ou veut changer le dialogue, ou lui vient une idée, comment vous accueillez, j'allais dire, cet imprévu-là? Est-ce que vous dites, comme dirait Eustache au moment de La maman et la putain, tu touches pas une virgule, tu touches pas un mot, et tu le dis tel quel? Ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi l'occasion d'une réécriture? Alors, sur le tournage, il n'y a pas de réécriture possible. Tout simplement parce que on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a des moments improvisés? Mais c'est comme si vous tournez une course-poursuite, vous n'allez pas dire au cascadeur, va un peu là où tu veux, on suivra. Non, ça c'est pas possible, puisque beaucoup des enjeux dramatiques, même une grande partie, sont dans le dialogue. Parler est une action aussi, d'une certaine manière. Contrairement au titre de mon film, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Quand on dit quelque chose, on fait quelque chose sur le moment. On ne fait pas forcément ce qu'on dit, mais on fait quelque chose en le disant. Donc ça, on ne peut pas vraiment le changer. Après, si un acteur en amont veut changer quelque chose, se sent mieux de dire quelque chose et tout ça, oui, il y a une possibilité. Mais la réalité, contrairement à la situation avec Jean Eustache, moi, c'est souvent les comédiens ne veulent rien changer. Je leur dis, si vous voulez changer quelque chose, ah non, je change rien, parce que je crois que beaucoup de comédiens ont plaisir à prendre le dialogue tel qu'il est comme une contrainte. Voilà. Et les comédiens... Comme un jeu. Comme un jeu, et ils savent que cette contrainte
il y a du plaisir, et quelque part, ça veut dire que quand on demande à un comédien d'improviser le texte, c'est-à-dire d'être un peu auteur de ce qui se passe, eh bien, il va être préoccupé par ce qu'il va dire. Alors que je crois que beaucoup de comédiens préfèrent vivre la situation, restituer une situation et être emporté par ce qu'il va se passer sur le moment. Et si on doit chercher ce qu'on va dire, eh bien, on est moins emporté. Et donc, en général, voilà, ça plus. Et d'ailleurs, c'est sur ce film qu'on a commencé à faire, on va dire, des plans-séquences de plus en plus sophistiqués. Oui, les comédiens ont tellement de points, de positions et tout ça à réfléchir, que eux disent ce qui les intéresse, c'est justement de ne plus avoir à réfléchir. Donc ils sont comme guidés par la mise en scène, par un texte à répéter, et justement, du coup, il n'est pas en soi pensé, mais qui est juste ressenti. C'est ça que, enfin, je ne fais que répéter ce que les comédiens me répètent. C'est pas... Parce que moi, quand je joue, c'est pas du tout comme ça. Déjà, je peux pas faire des choses très, très difficiles. J'ai beaucoup de mal à me souvenir de mon propre texte. Je regarde le comédien jouer, voir s'il fait bien. Parfois même, je lis son texte. Donc, Est-ce que cela veut dire que lorsque le dialogue est écrit et le travail est fait en amont avec le comédien, leurs mouvements sont aussi prévus? Est-ce qu'il y a, comme vous avez dit, des repères? Est-ce qu'aussi, parce qu'on voit ces personnages qui parlent d'amour et qui sont en action aussi, qui testent, à la fois, on commentait il y a quelques jours avec Bernard cette séquence, lorsque le couple teste en quelque sorte presque l'élasticité de leur liberté, de leur lien, et ils sont en train de plier les draps. Et donc, et ce sont des discussions très, très denses, et justement, ils sont toujours en action. Comment vous articulez ce mouvement des corps des acteurs avec les... Alors ça, c'est quelque chose, voilà, ça veut dire que sur le tournage, c'est pas tant un travail qui se fait de direction d'acteur. Ce travail de direction d'acteur a été fait en choisissant en grande partie les comédiens. C'est ce que dit Jean Renoir, que voilà, que 80% de la direction d'acteur, c'est le choix des comédiens. Et comme je suis plutôt d'une nature un peu paresseuse, j'essaye de choisir des comédiens pour qui ça va être évident. Ça veut dire pour qui il n'y a pas à expliquer. Ça veut dire que c'est très rare, je n'explique jamais le personnage, la situation, je n'ai jamais à faire ça. Ce que je croyais avant de faire des films, je me dis si jamais il y a des jeunes futurs réalisateurs qui se posent des questions, parce que moi c'est des questions que je posais, c'est comment en fait la direction d'acteur et tout ça. Et en fait, c'est vrai que cette phrase de Renoir m'a presque un peu libéré. C'est vrai et que je l'ai éprouvé en faisant des films. Il faut choisir des comédiens avec qui, dès les essais, il y a quelque chose d'assez évident. Alors après, pendant la répétition, on peut toujours dire 2-3 choses. Mais ce qui se fait sur le tournage, c'est vraiment pour le coup de la mise en scène. C'est-à-dire de mettre le plan en place. Et dans ce cas-là, on a les comédiens dans les costumes, dans les décors, uniquement le jour où on tourne. Parce que les décors, on les loue, on ne peut pas y aller avant, les comédiens sont occupés à autre chose, les costumes, on ne les a pas. Donc le tournage, c'est beaucoup de préparation pour un moment de grande improvisation en termes de mise en scène. Donc on va se préparer, on va imaginer différentes solutions, on va imaginer différents découpages, mais la chose on l'éprouve le jour même, le matin sur le plateau, où on fait dérouler la scène et on voit dans un peu tout ce qu'on a préparé si ça rentre, et souvent il faut trouver des choses. Et ces déplacements, ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui se font un petit peu sur le moment. Alors, voilà, l'accessoiriste, on avait peut-être dit à l'accessoiriste de prévoir des draps, et parfois l'idée nous arrive au dernier moment parce qu'on avait prévu autre chose, mais que ça marche moins, et on répète sur le moment la scène là. C'est pour ça que les comédiens doivent savoir vraiment leur texte très très bien, parce qu'il faut qu'à tel mot il soit là, à tel mot il soit là, et parce que pour être au cadre à tel moment, donc c'est vraiment ça le travail qui se fait sur le tournage.
Mais ça vous plaît ou ça vous angoisse ces moments-là? Parce qu'il y a des cinéastes qui le disent, hein, ils disent moi ce que je préfère c'est le montage. Hitchcock disait une fois que le scénario est terminé, si je pouvais me passer du tournage. Et puis il y en a d'autres évidemment qui ne vivent que pour ces moments-là. Alors, je dirais que j'aime de plus en plus ces moments-là. Je pense aussi qu'il y a aussi des époques différentes dans le. Si on parle d'Hitchcock, je pense que il faut toujours mettre en doute. Il faut mettre en doute ce que je dis, mais chez Hitchcock, c'est déjà une période des studios. C'est-à-dire quand c'est une période de studio, on peut vraiment découper à l'avance parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut en termes de décor. Ce qui n'est pas la même chose avec dans les films indépendants. On va dans des décors naturels, on cherche des décors naturels qui peuvent nous donner des idées. Dans les studios, on travaille avec un décorateur et on cherche des idées de découpage pour construire. Le découpage est fait avant que le studio soit construit. Donc c'est une autre époque, une autre façon de faire. Après, on sait que Hitchcock adorait les plans séquences, adorait ça. Donc, à l'aune de ces films, on pense qu'il a pensé, mais je pense qu'il y avait quand même un goût sur le moment pour le faire, véritablement. On n'est pas obligé de le croire. On n'est pas obligé de le croire. Donc vous disiez, ça vous plaît de plus en plus? Oui, parce que finalement, j'ai mis pas mal de temps à comprendre que, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que le film s'écrivait au fur et à mesure. Et que peut-être, je pense, voilà, que peut-être dans ma situation, peut-être dans le film que je fais, mais peut-être aussi pour d'autres réalisateurs qui doivent le dire, que la qualité d'un réalisateur, c'est pas de savoir ce qu'on veut et de faire ce qu'on a décidé, parce que c'est impossible d'imaginer un film. C'est une opération cérébrale, même une minute du film. Cérébralement, c'est impossible de fermer les yeux et d'imaginer un film. Peut-être certains y arrivent, mais je ne sais pas. On pourrait faire un test avec les gens de la salle. Est-ce qu'on arrive à imaginer un film? Je ne sais pas. On imagine des choses. C'est plus ou moins. On a des envies, des intentions, des idées, et c'est vague. Donc, non, j'essaie davantage d'être à l'écoute. Et je me dis que ça doit être aussi un peu comme ça, peut-être pour quelqu'un qui travaille avec un orchestre, qui a plusieurs musiciens, puisque finalement on est entouré de talents, que ce soit parmi les techniciens et parmi les comédiens, et qu'il s'agit d'écouter les propositions qu'on a évidemment tournées dans un sens et tout ça, mais et sur le moment de recueillir, voilà, d'affiner les choses pour recueillir, d'harmoniser quelque part les choses ensemble. Et donc c'est plus un travail d'écoute, de disponibilité et évidemment d'écoute de ce qu'on ressent. Enfin, je ne sais pas si ça... Mais est-ce que, par exemple, cette question de l'écoute et de l'orchestration, est-ce que vous avez vu une évolution par rapport au moment où, comme dans vos premiers films, vous étiez le personnage principal? Puisque on a aussi cette bascule de votre présence en tant qu'acteur principal des films, et ensuite une sorte de délégation aussi vers d'autres personnages. Est-ce que cette question-là de la mise en scène et de l'orchestration, elle évolue en fonction de votre présence ou pas à l'écran? Oui, je pense, parce que, pour être honnête, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour mettre en place des plans un peu sophistiqués, enfin qui n'apparaissent pas sophistiqués, qui apparaissent très simples, mais en tout cas compliqués à mettre en scène, je ne serais pas capable de le faire, de l'exécuter. Donc il y a une plus grande facilité à être derrière la caméra et ne pas jouer, et par contre à exiger des comédiens quelque chose que je ne serais pas capable de faire moi-même. Voilà. Donc oui, oui, ça change quand même la donne. Et ça, on se disait beaucoup ça avec Gabriella, c'est qu'effectivement, nous, le sentiment qu'on partage, c'est ce que vous dites, c'est que c'est, en quelque sorte, à la fois parce que vos films, le romanesque de vos films, presque l'ampleur de vos films change, on a l'impression que votre personnage, celui que vous avez porté, inventé,
c'est-à-dire finalement celui de l'amoureux maladroit ou de l'amoureux aveugle, ne cadre plus, ne rentre plus dans les histoires que vous racontez, ou pour l'instant ne rentre plus. Et qu'en même temps que vous faites ce pas en arrière, finalement vous avez plus de temps, j'allais dire, pour être un observateur et mettre, comme vous dites, développer une mise en scène qui est plus ouverte sur le monde, par exemple, plus ouverte sur la nature, de plus en plus. On commence à le sentir dans ce film-là, mais je trouve que la nature, au fur et à mesure de vos films, entre de plus en plus dans les plans. Alors, je sais pas. Je pense que dans ce que vous dites, il y a des choses qui peut-être m'échappent. Je pense qu'en tout cas, depuis 3 films, on tourne en cinémascope. Et je pense que ce sentiment, justement, de moments liés par rapport à la nature, il fait beaucoup. Il faudrait presque interroger Laurent Desmet, qui est d'ailleurs, je crois, parmi nous. Donc je crois que le format, il fait beaucoup. Je pense aussi que parfois les situations et le dialogue et l'évocation de certaines choses participent à un regard sur la nature. Et puis je me dis rarement que je filme dans la nature. Je pense un peu comme le personnage de Sandrine Kiberlin dans mon dernier film, lorsqu'elle dit voilà, que la nature, c'est nous. Mais donc peut-être que dans ces films, il y a des choses qui nous portent à regarder la nature plus qu'un intérêt particulier pour la nature. Et pourtant, elle est aussi présente comme une métaphore, par exemple dans Mademoiselle de Jonquière, où c'est l'arbre qui signifie le passage du temps et l'évolution d'un rapport entre les deux personnages. Mais effectivement, on sent qu'il y a par la nature et par cette chose qui arrive par les mouvements de caméra aussi, tout le non-dit, tout ce que les personnages ne réussissent pas à exprimer. Il y a toutes ces choses qui arrivent malgré eux, tomber en amour ou justement tester le désir à travers les corps simplement. La nature, elle est aussi de plus en plus forte dans ces situations. Oui, mais alors c'est pour ça qu'il faut... Le mot nature est un mot... un mot valise. Un mot valise. C'est comme quand on dit, d'ailleurs, je m'en suis amusé plusieurs fois dans les dialogues, on dit à quelqu'un soit naturel, ou voilà. Donc il y a un usage, on va dire, je vais dire excessivement ludique au mot nature. Après, ce que j'étais en train de me dire en vous écoutant, c'est que aussi la nature apparaît à partir du moment où il y a quelque chose d'opposé à la nature. Je pense notamment à l'architecture, aux murs, et les cadres urbains, parce que quand même beaucoup de mes films aussi s'inscrivent dans des cadres urbains, et que je pense qu'une certaine forme d'urbanité, je ne sais pas si on dit le mot, met en relief la nature, et que les choses apparaissent souvent par contraste, et que tous les efforts que font les personnages, plus on fait d'efforts, quelque part, plus quelque chose aussi nous échappe. Et c'est la répétition d'efforts qui fait apparaître, quelque part, ce qui échappe, on va dire, à la volonté. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière sur le processus d'écriture au sens large que vous avez défini. Vous avez décrit un scénario, une histoire qui évolue, qui change au moment du casting, par exemple, qui s'incarne. Et en même temps, on le disait, enfin on l'a dit à l'ouverture et puis on l'a déjà répété, mais vous avez une particularité, c'est que depuis, disons, le milieu des années 2000, alors que les acteurs, eux, et les actrices changent beaucoup dans vos films, en fonction des personnages, vous avez une équipe technique, un producteur assez stable, même très stable, hein, Frédéric Niedermayer est là depuis, je pense, 2003 avec vous, et il vous accompagne. 2002, et il vous accompagne. À quel moment, par exemple, Frédéric Niedermayer intervient, j'allais dire, dans le processus d'écriture
au sens large. Est-ce que par exemple il est le premier lecteur des premières moutures? Est-ce qu'il intervient aussi au niveau du casting? Comment ça se joue? À quel moment vous n'êtes plus seul? De toute façon, alors moi je pense que je crois beaucoup à la relation réalisateur et producteur, et je crois et je défends l'aspect très créatif, artistique du producteur. Déjà, c'est le producteur qui, après avoir lu le scénario ou avoir lu un résumé du scénario, dit « ça me plaît, faisons un film ». Donc c'est l'enthousiasme du producteur qui déclenche chez le réalisateur cette idée que, bah tiens, son idée, elle vaut la peine aussi. C'est lui qui la rend possible. Et donc, et dont l'enthousiasme, quelque part, insuffle un souffle dans le travail. Et après, ou alors, pour être maintenant plus concrètement... Pardon, mais alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des fois où, par exemple, votre producteur vous dit « ça non, j'y crois pas, ça marche pas, tu y es pas ». Est-ce qu'il vous a plusieurs fois renvoyé dans vos... Jamais. Moi, j'ai une question par rapport aussi à ces apparitions. Est-ce que vous lui attribuez des caméos dans le film ou est-ce qu'on voit souvent... Ah non, ça c'est obligé, c'est par contrat. C'est par contrat, c'est une obligation. Il choisit une séquence dans laquelle vous le faites figurer. Voilà, mais... voilà, non, après, je pense que ça lui plaît d'apparaître et ça me plaît qu'il apparaisse. Donc c'est une façon de signer le film aussi. Et d'ailleurs, on dit, un producteur va dire mon film, et moi je vais dire c'est mon film, ou je vais dire notre film. Donc, et par rapport, non, alors si on continue dans le lien de producteur, je voudrais vraiment, oui, dire que le producteur participe. Évidemment, son enthousiasme est un moteur. Évidemment, ses retours comptent dans l'élaboration. On fait des choses ensemble. Il va défendre le film jusqu'à non seulement la fin de sa fabrication, mais sa sortie et après. Donc, c'est aussi son bébé, d'une certaine manière. Et ça, je pense voilà, c'est important de faire avec. On fait quelque chose vraiment ensemble. De la même façon pour le choix des comédiens. Moi, je ne pourrais jamais choisir un comédien si Frédéric ne le sent pas. Enfin, et donc, il y a tacitement cette idée que pour les comédiens, on les choisit ensemble. On fait notre film ensemble. Et pareil, on est tout le temps confronté à des choix économiques. Et qui est de se dire, voilà, l'argent, le peu d'argent qu'on a, où est-ce qu'on le met? Par exemple, l'exemple qu'on cite souvent, c'est sur Mademoiselle Jonquière. On avait très, très peu d'argent pour un film en costume. Et bien, on s'est dit, voilà, c'était impossible de mettre de l'argent sur des décors de châteaux, de trucs, c'était pas possible. Donc, on va dire, le peu d'argent, on va le mettre sur les costumes. Et d'ailleurs, l'idée était inspirée par Laurent Desmet, qu'il avait déjà remarqué sur d'autres films. Mais c'est ce genre de choix où le producteur sent, voilà, on a une équipe, et voilà, il y a un moment donné, est-ce qu'on met de l'argent sur les mouvements de caméra, est-ce qu'on met de l'argent sur autre chose Et c'est pour ça que, oui, il y a sur quoi on passe plus de temps, moins de temps. Donc c'est vraiment un travail à toutes les étapes qui se fait à deux et à plusieurs. Et c'est pas une frustration. C'est-à-dire qu'on imagine que pour un réalisateur, il voudrait qu'il y ait de l'argent sur les costumes, sur les décors, sur les acteurs, qu'il en veut. Mais vous considérez que ça va donner sa forme au film? Moi je pense que c'est une mauvaise idée de ce qu'est la liberté. La liberté, elle n'est pas là d'avoir tout l'argent qu'on veut. Et d'ailleurs, l'histoire du cinéma a montré quand un réalisateur avait vraiment beaucoup d'argent comme ça, il est perdu. On crée à partir du moment où on a des contraintes et des limites. Alors, si elle n'a vraiment pas assez, on ne peut rien faire. Mais les idées, et on en revient à cette notion de bricolage, les idées viennent quand on a ça, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et faire un film, c'est faire avec ce qu'on a, et avec ce qu'on est et ce qu'on peut.
Et c'est à partir de moment-là où d'un coup, l'imagination rentre en branle et que ça devient amusant. Donc oui, vive les contraintes. Et on le voit dans l'histoire du cinéma, c'est ce que raconte aussi l'histoire du cinéma. Quand on rentre dans les contraintes des films, ou même les contraintes de censure et tout ça, rarement les films ont été aussi pleins d'esprit, pour ainsi dire. Donc, voilà, le menuisier qui va devoir faire sa table, eh ben, n'a qu'un pauvre petit arbre tordu pour faire sa table, c'est sa contrainte. Mais peut-être grâce à ce petit arbre tordu, il va faire une table qui va ressembler à nulle autre et qui va être extrêmement ingénieuse, inventive. Donc non, vive la contrainte. Est-ce que, justement, par rapport à un choix très précis de mise en scène, comment, selon vous, peut-on filmer un dialogue? Par exemple, pour un exemple concret, est-ce que c'est un souci permanent pour vous? Est-ce que c'est votre némésis, par exemple, le chant contre chant? Est-ce que vous pouvez justement peut-être appliquer à la fois l'idée de la contrainte, l'idée du jeu avec les acteurs, l'idée de l'écriture et l'idée de votre travail aussi avec le chef opérateur? Mais c'est un peu la question depuis qu'on travaille ensemble qui est soulevée depuis très longtemps, qui est avec des solutions, qui arrive avec le temps, qui arrive aussi avec ce qu'on peut, qui est comment filmer des pages de texte, parce que finalement un scénario c'est quelques actions et beaucoup de texte, et je suis loin d'être une rareté là-dedans, même on appelle ça les soap opéras, c'est aussi ça, voilà. Amour, gloire et beauté, c'est voilà. Beaucoup de texte. Beaucoup de texte, donc et ce qui est assez frappant, c'est de se dire que moi je n'ai jamais vu quasiment de livres ni de cours filmer la parole. C'est ce que disait Romer. Romer, il le disait, filmer une course-poursuite, c'est extrêmement facile, puisque on sait, grosso modo, l'action, ce qu'il faut voir, quelle voiture, je ne sais plus quel exemple il disait, n'allez pas chercher dans un livre, si j'ai dit exactement, mais il disait que, voilà, que par contre, filmer des échanges, des paroles et tout ça, c'est à partir de là qu'il faut se casser la tête. Et c'est la chose, 80% des films, enfin ce qui constitue 80% des films en moyenne, c'est de la parole échangée. Les personnages, on est des individus qui vivent en société et qui, on va dire, échangeons, nous sommes doués de langage et ça passe par là. Et la complexité de ce qu'on se raconte, de ce qu'on se définit, passe par le langage. Donc, ce qui est normal, que 80% d'un film, en moyenne, et des films pour qui c'est 20% et tout ça, mais soit constitué d'échanges de paroles. Et pourtant, il n'y a pas un livre sur la parole, enfin, j'en sais rien. Vous deviez mieux savoir que moi, Bernard. Non, mais je veux dire que, en tout cas, dans les écoles de cinéma, il n'y a jamais un cours sur voilà comment on filme un échange, à part il y a un cours sur le chant contre chant. Mais vous avez les films, hein, certainement plus. Et heureusement qu'il y a les films, et c'est ce qu'on a fait beaucoup avec Laurent Desmet, c'est justement d'essayer de trouver des solutions avec les moyens qu'on a en regardant des films. Par exemple. Alors, l'exemple que je cite le plus souvent, parce que c'est un cinéaste, c'est compliqué de prendre l'époque des décors en studio. Je disais parce qu'on ne peut pas construire en studio. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre l'exemple des cinéastes qui tournent en décor naturel. Et je dois ça à Laurent Desmet, c'est vraiment de m'avoir fait pointer du doigt la relation qu'avait eue Gordon Willis avec Woody Allen. Son chef opérateur. Son chef opérateur, avec qui il a commencé à partir de Annie Hall, Manhattan, et qui a complètement transformé son cinéma. On peut dire que Woody Allen faisait des comédies plutôt potaches, drôles, marrantes, sympathiques, et que d'un coup, avec Annie Hall et Manhattan,
devient un grand cinéaste. Et grosso modo, comment ça se fait, et puis c'est la beauté formelle de ces films. Manhattan est un film absolument époustouflant formellement, et un film qui néanmoins se tourne en décor naturel. Donc on a... Voilà, alors c'est un exemple. Alors, et ce qui est très intéressant, donc, si on remonte à ça, on remonte à ce qu'était Gordon Willis. Woody Allen est allé chercher un chef opérateur qui avait filmé Le Parrain, dans une ambiance, on va dire, totalement différente. Très connu justement pour le fait qu'il y a des scènes entières où on ne voit pas grand-chose. Voilà, c'est pas un cinéma très, très éclairé. Je ne sais plus quel était son surnom, si c'était pas le Prince des Ténèbres, voilà. Mais l'idée qui est très belle, alors, ce qu'on trouve chez Gordon Willis, on le trouve chez des cinéastes et des chefs opérateurs avant. Nous, c'est là-dessus que ça commence à naître. Et évidemment, on s'est intéressé à plein de chefs opérateurs. Mais cette idée, et que je crois qu'énonce Gordon Willis, qui dit on n'a pas besoin de voir ce que l'on entend. Et à partir de là, tout un champ s'ouvre. Pourquoi et quand filmer un visage? Pourquoi filmer un visage qui parle? Donc le chant contre chant, c'est on a le visage. Si on comprend très bien ce qu'il dit, si la voix nous dit les choses, et si en plus on mesure la prévalence quelque part du son, il y a quelque chose de quasiment plus immédiat dans le son, dans l'ambiance, je veux dire, qui se communique. Alors pourquoi filmer le visage de quelqu'un qui parle? Et donc, j'ai pas la réponse, il y a plein de réponses à ça. Mais à partir de là, et ce travail s'est fait très progressivement, jusqu'au dernier film, où par exemple, on était confronté à cette contrainte d'avoir 2 acteurs pour tout le film et pour toutes les scènes. Et donc la question, et qui n'arrêtent pas de parler. C'est-à-dire, on va se lasser quelque part de leur visage. Et donc avec Laurent, on s'est dit, la solution, c'est qu'on les voit le moins possible. Et bon, après les gens qui voient le film ne s'en aperçoivent pas. Mais l'idée, c'est que l'important, c'est que le spectateur ait envie de les voir. Et donc, pour ça, on les fait circuler, on les fait dire les choses de dos, on les fait dire les choses hors champ, on les fait dire les choses dans le noir, on les fait dire les choses à contre-jour. Et du coup, en effet, oui, découper, mettre en plan, un plan est très ludique. On s'était aperçu assez tôt avec Laurent que, par exemple, si on avait une information très importante à faire communiquer dans un dialogue, je crois que c'était au moment d'une autre vie, le mieux c'était de ne pas voir le comédien. C'est une expérience, c'est à faire, mais si on veut bien entendre, mieux entendre un dialogue, il ne faut pas voir le visage. Parce que quand on voit le visage, si c'est trop littéral, c'est un peu ennuyeux, c'est un peu surexpressif. C'est intéressant finalement de voir le visage, quand le visage laisse un trouble, nous laisse penser que c'est peut-être pas la vérité, qu'il y a peut-être une autre idée derrière, ou que le personnage dit quelque chose qu'il ne pense pas. Et donc, ce qui se fait, mais très intuitivement, parce que c'est quelque chose qui existe du cinéma, c'est que, grosso modo, oui, on va chercher les bons moments pour confronter le visage. Pour confronter, on va dire, le visage du personnage à ce qu'il dit. Parce que, alors je me suis un peu perdu, moi c'était pour dire. Non, puis je peux continuer. Hein. En tout cas, je suis intéressant sur le sujet. Hein. Ah mais c'est intéressant parce que ce que vous dites, ça m'a fait penser en vous écoutant. Il y avait le chef opérateur de Clint Eastwood sur Pale Rider, qui s'appelle Tom Stern, avait raconté cette histoire. Il dit à un moment, on filmait les intérieurs comme ils étaient à l'époque dans le Far West, et donc c'est très sombre. Et à un moment, Tom Stern dit à Clint Eastwood, Clint, là, si tu te mets là, on te reconnaîtra pas. Et Eastwood lui a répondu, tu sais, là, à ce moment-là, on en sera à la 5e bobine. Si les gens m'ont pas déjà repéré. Donc voilà, il y a. Et je pense que le spectateur, moi, pour parler de moi en tant que spectateur, ce que j'aime, c'est à chercher, à me montrer enquêteur.
Ça, j'ai mis beaucoup de temps, il m'a fallu beaucoup de films aussi pour le comprendre, pour le formuler. Je me souviens très bien, alors je ne sais plus sur quel film de Mankiewicz Romer avait écrit, et il avait écrit quelque chose assez admiratif, mais il dit que ce qu'il aimait beaucoup dans les films de Mankiewicz, c'est qu'il fallait plus ou moins s'avancer et rester concentré, s'avancer sur son fauteuil et rester concentré sur le film pour ne rien perdre. Et je crois qu'il y a un plaisir au cinéma à se concentrer, soit à enquêter, plaisir des ellipses, alors évidemment chez Lubitsch et chez les autres. Une ellipse, qu'est-ce que ça procure? Il faut tout remettre comme quelqu'un qui parle dans moi et on ne sait pas trop qui c'est. Et je crois qu'il y a une grande partie du plaisir du cinéma qui est, pour le spectateur, de devenir actif. Mais encore faut-il que le film ait prévu en quelque sorte la place du spectateur. Évidemment, et c'est ce qu'on voit chez les cinéastes qu'on admire, et de dire ce mot que je redis inlassablement de Jean-Louis Comolli quand j'étais étudiant, et qui dit c'est dans le hors-champ, dans l'ellipse, dans ce qu'on ne voit pas, qu'est le lieu du cinéma. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est à ce moment-là que l'imaginaire de chaque spectateur, c'est-à-dire son intimité, puisse venir s'entrelacer au film et se mêler au film, créer une certaine forme d'entrelac. Et pour moi, c'est vrai que ça a été une définition, je trouve merveilleuse, d'imaginer un film qui est une sorte de quelque chose qui se tisse avec l'intimité de chacun des spectateurs. Mais il faut laisser la place pour cette intimité de se glisser. Donc ça veut dire de ne pas tout voir. Il disait, si on a tout vu, tout compris, c'est de la consommation. Hop, on prend, on jette, c'est aussitôt pris, aussitôt oublié, on n'est pas concerné. C'est comme, lire une information. C'est une série d'informations qui se compilent. On jubile, on pense à partir du moment où on peut engouffrer son intimité avec le récit. Donc, pour reciter Jean-Luc Comolli et avoir une pensée pour lui aujourd'hui, il disait le cinéma, c'est pas tout. Cette liberté aussi que vous laissez à un spectateur un peu détective, comme vous le dites aussi, c'est peut-être aussi ce qui provoque des réactions affectives très fortes par rapport à vos films, d'émotions. Je sais qu'on a énormément d'affinités, mais en même temps, on réagit de manière très différente à vos films. C'est souvent un peu maladroit qu'on vous dit à quel point on est en colère contre un personnage, alors que le film est absolument magnifique, mais c'est parce qu'effectivement, on entrelace beaucoup de choses d'une forme d'intimité. Et je pense que pour moi personnellement, en tant que spectatrice, en ayant suivi vos films depuis les années 2000, et je vous disais, j'ai évolué aussi avec eux. Et donc forcément, les histoires qui sont vécues en 2018, en 2022, et celles qui étaient vécues en 2000 ou en 2004, elles vont s'imprégner de manière différente chez le spectateur. Est-ce que vous avez souvent comme ça des réactions un peu irrationnelles, passionnées de vos spectateurs et spectatrices? Oui, non, je m'en souviens. Peut-être là où j'en ai eu le plus, c'était, je m'en souviens, sur Changement d'adresse, parce que chaque fois que je présentais le film, il y avait toujours un spectateur masculin furieux de comment j'ai pu, parce que mon personnage, ne réagit pas quand Danny Briand arrive pour rechercher. Comment il séduit celle que vous... Je ne sais pas trop quoi expliquer. Après, il était furieux de quoi? Que vous soyez pas défendu? Voilà, moi ça me semblait évident que mon personnage réagisse comme ça. Mais non, mais souvent, ou des personnes qui vont me raconter comment ça s'est passé après le film, et l'autre qui est à côté qui n'est pas d'accord. Enfin voilà, donc, mais après c'est la vie pour tout le film, c'est-à-dire qu'on s'embarque avec des personnages, on se projette en eux, et puis on a des histoires différentes. Oui, mais vous renouvelez ce pacte aussi de l'affect du spectateur face au personnage, et je pense que c'est quelque chose qui porte aussi, et qui renouvelle l'intérêt et l'amour qu'on peut avoir pour chacun de vos films. Oui, alors, après,
peut-être, alors mais je sais pas trop, peut-être après oui, enfin moi j'ai envie qu'il y ait une certaine forme d'empathie pour le personnage ou d'empathie pour les questions qui se posent. Après je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être très, très réfractaires et opaques à ça. Donc je peux pas dire d'une façon générale, je serais pas y répondre. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, le film, enfin, quand il est terminé, le film ne vous appartient plus, et heureusement. Enfin, il ne nous appartient plus qu'à vous. Il appartient à chacun qui projette effectivement autant de films que de spectateurs. Ouais. C'est ça. Vous avez, c'est pas ça dont je voulais parler, mais vous avez évoqué changement d'adresse, et je voulais juste d'un mot qu'on revienne sur ce qu'on disait sur le casting, en prenant j'allais dire, le cas de Frédéric Bell. Frédéric Bell qui joue dans L'Art d'aimer et qui est la jeune femme si hésitante à la robe rouge qui ne voudrait pas qu'on enfin l'histoire du feu rouge et du feu vert, c'est pour que les spectateurs la situent. Vous avez joué, enfin elle a joué dans 4 de vos films. Comment s'est passé avec elle la rencontre, et j'allais dire presque comment vous vous êtes rendu compte l'un l'autre de l'alchimie qu'on éprouve dans par exemple Changement d'adresse et les autres films? Alors c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est Frédéric Niedermeyer qui est ici dans la salle. Ça s'est passé comme ça, c'était un film, donc c'était notre deuxième film après Vénus et Fleurs. Donc on savait déjà toute une aventure Vénus et Fleurs, on a eu la chance d'être allé à la quinzaine des réalisateurs, d'avoir une jolie sortie avec une jolie critique, et puis on s'attendait que voilà, là, pour ce troisième film, deuxième film ensemble, on trouve un peu de financement et qu'il y ait des acteurs, on a envoyé le scénario à des acteurs connus, et tout, mais bon, il y avait zéro financement qui tombait, zéro comédien qui répondait, voilà, mais bon, on était quand même, Frédéric était déterminé, parce que c'est lui qui... Et Frédéric produisait un court-métrage, et il avait vu passer Frédéric Bell qui passait des essais pour un autre court-métrage, elle n'allait pas pour les courts-métrages, mais il m'a dit tu devrais la voir, elle est quand même assez drôle, elle fait la minute blonde. Voilà, après moi j'avais quoi, Canal+, sur Canal+. Et donc elle vient pour les essais. Ce jour-là, on n'a personne pour nos idées, c'était la fin de journée, peut-être 19h. Et donc, je suis là pour donner la réplique et Frédéric pour tenir la caméra pour l'essai. Donc on fait la lecture tous les deux, Frédéric Bell voilà, s'en va, et Frédéric qui me dit c'est bon, on a notre casting. J'ai dit tu l'as trouvé bien? J'ai dit ben oui, je l'ai trouvé bien, et puis il me dit mais on a notre casting, tu es très bien avec elle, on va arrêter de chercher ailleurs, on va faire le film avec elle et toi, voilà. Vous avez été d'accord d'emblée ou vous avez pris la nuit pour... Non, j'étais d'accord, j'allais dire quasiment d'emblée, parce que c'est difficile de résister à l'enthousiasme de Frédéric. Et puis moi, j'avais envie de faire le film. Et puis voilà, on a fait le film avec très peu d'argent, mais... Est-ce que vous êtes comme Laurent Stocker et... Julie Depardieu dans la librairie lors de la première rencontre, bon bah voilà, vous connaissez sans vous connaître, et puis, bon bah on vous demande, bah non, je la trouve fadasse et des machins. Je pense pas que vous l'ayez trouvé fadasse. Non. Après j'ai vu les essais, non, j'ai trouvé qu'elle était super, Mais tout est arrivé très très brusquement, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas dit bon allez d'accord, on va le faire. Non, je l'ai trouvé super. Et pour la suite, d'autres rôles qui lui revenaient, est-ce qu'il y avait comme ça une écriture particulière pour elle? Non, je pense qu'il y avait un mariage qui se faisait assez naturellement avec la façon d'écrire et non, tout ça c'est passé. Il n'y avait pas besoin de... Non, et puis Non, c'était simple. On va vous donner la parole parce que je sens, j'ai compris qu'il y avait un désir de prise de parole de la salle et on va vous la donner tout de suite. Plus que 15 questions et... Voilà. Une dernière chose avec Gabriela dont on voulait vous parler, c'est à la fois sur L'Art d'aimer, à la fois le premier épisode et le dernier.
Parce que le premier épisode... Alors je ne l'ai pas revu, moi je suis arrivé à la Alors fin. le premier épisode, ça va vous revenir tout de suite, c'est Stanislas Mérard. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire l'homme qui ne tombe jamais amoureux Oui. et qui se découvre une maladie grave et qui meurt. C'est-à-dire vraiment l'épisode intransitif par excellence, qui ne peut communiquer avec aucun autre, bouclé sur lui-même au début. Est-ce que ça, c'était une manière, j'allais dire, de dire, bon, n'oublions pas que l'amour, ça peut être grave, enfin que... Ou est-ce que c'était une manière d'évacuer en quelque sorte le drame pour laisser la place à la comédie? Qu'est-ce que c'est ce premier épisode? Parce que il donne une tonalité à votre film qui n'existait pas avant, et j'allais dire, qui, non, sans être aussi grave par la suite, va continuer à imprégner les autres films, c'est-à-dire finalement un autre ton, la possibilité d'un autre ton. Alors, ouais, est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu ça avant? Oui, peut-être. Je ne sais pas, je crois que j'aimais cette histoire, je crois, oui, qu'elle est... C'est pas banal de la placer au début. Et puis, vos personnages ont tout à voir avec la vie, et ce personnage est un des rares personnages de votre cinéma qui porte la mort, qui en meurt, et en plus, c'est celui qui n'a pas d'amour. Moi, je me disais, ça peut être juste une hypothèse Brahms, ou juste une envie de musique, justement, parce que c'est profondément lié à la vie. Non, voilà. j'ai pas de, alors pour le coup, j'ai pas de réponse. J'aurais dû revoir le film. Et je me souviens vaguement de l'histoire maintenant. Du compositeur. Il y avait des sortes de couleurs et. Juste avant, en fait. Justement. Pardon. J'ai l'impression, mais ça y est, j'ai raté mon oreille. C'est ce personnage justement qui est porteur de musique puisqu'il est compositeur et c'est le seul à ne pas à entendre uniquement quelques notes face à deux femmes qu'il aurait voulu aimer et qu'il ne peut pas aimer puisqu'il n'entend pas la musique et que c'est en cherchant cette musique qu'il va composer, parce que visiblement ce sont des œuvres qui ont du succès et donc il est malade et c'est en allant se promener dans la nature, en forêt, quelques jours avant sa disparition, qu'il entend. Mais il ne saura jamais de qui il est tombé amoureux. Et on est complètement démunis, et en même temps on est en musique, parce qu'il joue, et parce qu'il y a... C'était, on va dire, je pense que la place de cette histoire, c'est peut-être faite au montage. Et c'est en effet cette forme un peu libre de l'art d'aimer, et peut-être qu'il nous a semblé avec Marcel Salomon, le monteur, qu'en effet, elle permettait de rentrer dans quelque chose qui pouvait donner une ampleur à tout le reste et aussi une certaine forme de liberté. Parce que c'est une histoire à la fois grave et aussi pleine de fantaisie et qui pouvait aussi se refermer. Donc je pense en tout cas que la place est assez intuitive et beaucoup de choses aussi s'articulent d'une façon très, très, très intuitive. Mais on imagine qu'un film comme celui-là, ne serait-ce que l'ordre des séquences, en tout cas l'ordre des histoires, décidé au montage. C'est-à-dire que c'est comme un Rubik's Cube, enfin il y a plusieurs possibilités. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, la toute fin, c'était pas ça qui était prévu à la toute fin. Je crois que ça finissait entre l'histoire entre Frédéric Bell et François Cluzet. Et je sais qu'on a... Et c'est un des seuls films où il y a eu peut-être de si grandes questions d'ordre. Mais en même temps, ça joue dans cette idée d'un recueil d'histoires. Je crois que ce qui me plaît, oui, en tout cas, dans l'idée de ce film, c'est que c'était un recueil d'histoires autour d'une thématique. Et c'est pour ça que je crois que ça me plairait encore, oui, de pouvoir, comme ça... librement divaguer, voilà, comme quelque chose un peu doux et plein de fantaisie. C'est pas une histoire sur laquelle on va s'accrocher, voilà, mais c'est presque un peu à la rigueur qu'on pourrait arrêter, reprendre, voilà. Oui, la légèreté de la touche, quoi. Oui. Mais il y a aussi, c'est un film qu'on a voulu montrer à cette occasion aussi, parce qu'il marque une transition, une sorte de tentation aussi du mélodrame. On glisse peu à peu vers quelque chose d'un tout petit peu plus... Oui, d'ailleurs le suivant sera un mélodrame. Notre vie, en 2020. Notre vie, qui était assez inspiré d'ailleurs d'un film de Stahl,
John de John Stahl, qui a beaucoup inspiré Douglas Sirk, qui est en ce moment à la Cinémathèque. Et film qui a été extrêmement... C'est un film qu'on devait faire il y a longtemps auparavant avec Frédéric. Ça devait être, je crois même peut-être le film qu'on devait faire avant Changement d'adresse. Mais on avait eu un casting qui était parti. Enfin voilà, c'était un film. Et c'était... Voilà. Et un film fortement désiré par Frédéric. Et on savait que ça allait se passer durement aussi à la sortie. Mais c'est un film qu'il fallait faire pour aborder la suite. En tout cas, ce qui est, voilà, fourbissez vos questions parce que c'est à vous. Mais quand vous avez dit John Stahl, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans votre pratique. C'est à quel point, on l'a dit, hein, mais à quel point vous avez besoin des films de l'histoire du cinéma pour continuer à penser et à travailler. Comment vous regardez les films en metteur en scène, et presque, je trouve, avec une idée très, très belle, c'est comment lui il fait avec ça, et comment, non pas en faisant la même chose, mais comment ça pourrait m'aider. On parlait d'Hitchcock, Truffaut disait, quand j'ai un souci sur un tournage et que je suis coincé, je me dis, qu'est-ce qu'aurait fait Hitchcock à ce moment-là? Alors, sans être aussi littéral, hein, parce que... Comme Wilder avec Lubitsch. Comme Billy Wilder avec Lubitsch, absolument. Oui, et je crois que... La boîte à outils, quoi. La boîte à outils, exactement. Et je crois que c'est le propre même de toutes les générations et de la création. La création, c'est toujours un contexte donné avec un contexte donné, ça veut dire avec des moyens donnés, et une inspiration qui se fait dans un temps passé. Il y a toujours, je crois, un peu ce mixage entre une inspiration passée et quelque chose donné, et un artiste qui soit cinéaste, musicien, écrivain, qui est fait de ce qu'il a et de ce qu'il peut. Mais oui, en tout cas, on pense beaucoup aux cinéastes. On fait des films parce qu'on a aimé des films, et donc nos racines ont poussé avec ces films qui nous ont donné envie de faire du cinéma dans notre jeunesse. Voilà, pardon, on avait un peu débordé, mais on avait envie de poser beaucoup de questions à Emmanuel Mouret. Est-ce qu'il y a une question je ne vois pas où est le micro, mais si quelqu'un a le micro, il lève la main ou il parle dedans. Oui, là. Allez. Oui, j'ai l'impression qu'avec le principe dans l'art d'aimer, on a les couleurs, on montre les diverses couleurs. On a l'impression dans ta filmographie qu'on est passé si on fait une analogie avec la peinture, de l'impression pour toujours le thème du désir et de la séduction, on est passé d'un tableau d'impressionniste vers un monochrome où on arrive à retrouver le désir et la séduction, mais avec de moins en moins d'artifices et de moins en moins d'explications, et ça roule tout seul. Et dans quel film? À l'évolution, c'est-à-dire quand on part de changement d'adresse, même des premiers, jusqu'à Chronique d'une liaison passagère. Je ne sais pas s'il y a moins d'artifices pour le coup. Mais d'artifice, j'entends dans la séduction, enfin moins d'explications, c'est que c'est beaucoup plus subtil. Mais je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas je ne sais pas. J'en suis pas sûr. Pourquoi vous dites qu'il y a beaucoup d'artifices dans les derniers? Parce que tout film est une série d'artifices et que oui, tout est quelque part artifice, et que même les personnages se racontent, se définissent avec des artifices. Après, en tout cas, c'est pas des questions que je me pose. Ces questions, on va dire, de maturité, tout ça, c'est quelque chose qui arrive, mais peut-être c'est aussi l'âge des protagonistes qui fait beaucoup, et puis peut-être aussi que je change un peu.
Mais il y a quand même cette évidence toujours folle du désir, du corps qui finalement parfois contredit le langage aussi. Et je trouve que ça, c'est une forme de récurrence. Et peut-être qu'il y a il y a une forme d'évidence et de révélation à un moment. Et ici, l'histoire de fin, justement, est celle qui met en scène le corps. C'est souvent c'est vrai qu'une histoire de désir, c'est comment des corps se rencontrent. Comme dans Un baiser s'il vous plaît, le personnage interprète, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a besoin de rencontrer un corps. Même il ne sait même pas qui. Il signifie qu'il a besoin de rencontrer un corps. Et donc beaucoup oui, il y a quelque chose qui m'amuse peut-être dans cette trivialité, mais qui est nécessairement doit passer à travers des règles sociales, un jeu social. Et le jeu social de la rencontre des corps, c'est d'obéir à des rites, et une grande partie de ces rites passe par la langue, par le langage, et par le fait d'interroger aussi le désir de l'autre, ou d'essayer de l'éveiller, et de réinterroger le sien, et ensuite de se raconter ce qui arrive, et c'est ça qui peut-être se retrouve entre chaque film, mais bon, je ne vais pas faire moi-même. Mais c'est très vrai, mais quand vous dites ça, on en a parlé ensemble, il y a une séquence sur ce que dit le corps et ce que fait le corps. Ils peuvent être deux choses différentes, et dans Changement d'adresse, elle me rappelait qu'il y a une scène incroyable où Frédéric Bell est dans sa baignoire et vous mangez un yaourt tout en lui racontant les difficultés que vous avez avec votre amoureuse, et puis la cuillère tombe dans la baignoire, et tout en continuant à lui parler, vous allez chercher la cuillère dans l'eau, alors qu'elle y est effectivement elle aussi, mais tout ça, c'est-à-dire que le désir que vous avez pour elle passe presque par non pas un acte manqué, mais un geste auquel vous ne pensez pas, parce que vous êtes en train de parler de quelqu'un d'autre et d'autre chose. Et là, cette dissociation, c'est un plaisir, c'est même hilarant. C'est un pari aussi, c'est de l'ordre de l'ordalie. On dit, on va voir ce qu'en pense notre corps, et si le corps est d'accord, eh bien, c'est qu'on est amoureux. Oui, et puis moi-même, je ne saurais pas vous dire s'il a vraiment du désir aussi à ce moment-là. Parce que peut-être que... il a déjà essayé de l'embrasser avant. Pardon, il a déjà essayé de l'embrasser. Mais à ce moment-là, justement, il est en train de vivre un autre chagrin, sans se rendre compte que peut-être, justement, la précipitation même de son désir est dans la oui, et puis le désir est quelque chose, et c'est ça qui est aussi est quelque chose de fluctuant et d'intensité variable. Et dans une relation même de désir, on s'interroge sur le désir de l'autre, mais on s'interroge aussi beaucoup sur le sien. Donc ce qui donne lieu aussi à des situations cocasses. Une autre question? Je ne vous vois pas, mais oui. J'aperçois pas. Oui, moi, ce qui me frappe dans vos films, c'est l'importance de la musique. On n'en débat jamais de cette musique qui prend une place importante dans tous vos films. Je voulais vous demander si vous pratiquez d'un instrument, le corps par exemple. Au hasard le corps. Je prends toujours des cours, mais non, je suis pas musicien. J'ai un très gros complexe par rapport à la musique. Donc non, je suis pas musicien. La musique dans les films, j'essaye de penser à sa place, en tout cas quand je tourne, mais je ne sais pas de quel ordre elle sera. Et c'est un travail que je fais beaucoup avec Martial Salomon, le monteur avec lequel je travaille, et on passe énormément de temps là-dessus. Donc, à choisir les musiques ou à les placer? Les deux, à les choisir et à les placer, et voilà. Et c'est très très long, très long. Et sur lequel je n'ai pas vraiment de théorie. La seule phrase que j'aime dire et redire, c'est que pour moi, la musique dans un film, ça me fait l'effet d'une voix off, mais qui serait purement sentimentale, on pourrait dire, en faisant ce parallèle entre musique et sentiment. Et donc la musique accélère, cette sensation d'accélérer une situation, de la complexifier, et aussi de révéler des choses à l'image. Donc, ou
ou sinon de créer une atmosphère, une ambiance. Mais la relation est très intuitive et on passe en tout cas souvent quasiment la moitié du montage image à chercher et réfléchir la musique. Même si des personnages sont des musiciens, comme dans Une autre vie, ou le personnage de Stanislas Mehra, Oui. qui sont ou le personnage de Changement d'adresse qui joue le corps. Oui, bah, non, j'aime bien les personnages de musiciens aussi, parce qu'ils ont une vie aussi un peu particulière. Comme je ne suis pas musicien, ça me fait rêver. Ça permet de la musique s'ils jouent dans le film, de créer des situations. Donc les musiciens sont des personnages assez intéressants au cinéma. Mais les musiques, par exemple, populaires, elles viennent dans Chronique d'une maison passagère, par exemple, avec Juliette Gréco. Mais auparavant, il y a très peu cette prégnance d'une musique autre que la musique classique. Oui, c'est vrai. Musique classique, alors pourquoi on s'en va à la musique classique? Parce que déjà, je trouve que c'est la musique la plus transparente. Ça veut dire que même si on regarde la Guerre des Étoiles, c'est de la musique classique dans le son. Si en effet on met du pop, du rock, du rap, ça peut être des musiques que j'aime beaucoup, la musique du monde, la musique qui viendrait de notre pays, de notre époque. C'est une identité très, très forte qui se fait extrêmement remarquer. Voilà, si je mets Ravi Shankar comme il y en a dans Chronique, ça va pas être transparent, ça va être un effet très fort. Donc la musique classique, pour moi, est plus transparente. Ça veut dire qu'elle peut mieux épouser quelque part l'image et la révéler sans qu'on se dise mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Sauf pour des musiciens très avertis qui parfois peuvent voilà. Mais bon. Une autre question? Oui, là, je vois. Là. Voilà. Allez-y, enfin, si vous avez vu quelqu'un, allez-y. Et puis madame, là, après, ce sera madame. Merci tout d'abord pour cet échange passionnant. Ma question posée... j'ai oublié. Je voulais revenir sur les dialogues. Je trouve c'est très intéressant ce que vous disiez sur la difficulté de filmer le dialogue. À l'écriture, dans le processus d'écriture, à quel moment vous passez vraiment à la rédaction de vos dialogues? Est-ce que c'est déjà présent dans votre esprit assez en amont? Ou est-ce que ça vient après une fois le synopsis du film déjà bien avancé? En général, c'est au moment de rédiger le scénario. Étant donné que souvent, un scénario, c'est surtout une mécanique à trouver. Une mécanique un peu d'ensemble, de rouage, d'imbrication, de conséquences, d'effets. Et souvent, en tout cas pour moi, le travail d'un scénario n'est pas quelque chose de littéraire. Je passe peu de temps à écrire, c'est plutôt à essayer d'imaginer la combinaison, l'enchaînement, les rouages. Et comme ça, je passe beaucoup de temps. Souvent, j'essaye d'écrire les dialogues très rapidement, après, pour y amener une certaine forme de fraîcheur. Là, je dis pour arriver, on va dire, à une première version. Après, les scénarios, à partir du moment où on rentre en production, qu'on cherche des comédiens, qu'on passe des commissions, qu'on rentre en préparation du film, qu'on a trouvé les comédiens, qu'on a les décors. Donc il y a plein de petits réajustements qui arrivent. Mais j'aime bien, en tout cas la première version, les écrire assez rapidement. Ne pas trop, n'être pas dans quelque chose de trop soigné, de trop réfléchi, pour qu'ils aient une certaine forme de fraîcheur, même si après ils vont être repris. Oui. Oui, on entend? Oui. Oui, je voulais rebondir à propos de ce qui vient d'être dit sur la musique, qui à mon avis est en effet dans vos films que j'adore, hein, j'aime énormément tout votre cinéma. Effectivement, la musique est comme un personnage, en général, dans tous vos films. Il a un rôle aussi important que l'un de vos personnages. Et je pensais aussi, et ça se voit encore dans le film que nous avons vu tout à l'heure, que la peinture ou la sculpture sont également des personnages muets, on pourrait dire.
mais qui ont une importance et qui apportent beaucoup au dialogue, enfin qui apportent beaucoup à l'ensemble de l'intrigue ou des situations dont vous parlez. Et j'y suis très sensible parce qu'en fait, je trouve que vous avez un côté pictural au-delà du cinéma qui est comme la peinture, qui est pour moi comme des images. La peinture, c'est comme du cinéma figé. Et donc, on peut voir beaucoup de... On peut penser à des peintures de Gainsborough ou des peintures beaucoup plus contemporaines, peu importe. Et je pense que la peinture également a un rôle, si je puis dire, enfin c'est ce que j'avais... Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, alors... pour moi, les peintures, au départ, c'est un peu des fenêtres. C'est un peu comme une fenêtre qui donnerait sur un paysage ou qui donnerait sur une couleur. Et d'ailleurs, avec le chef décorateur David Febvre, on pense à des phénomènes de résonance de couleurs. Et par rapport au dialogue, il y a des effets surprises. Il ne faut pas penser que les choses sont faites dans un contrôle absolu sémantique. Ce qui est intéressant, c'est la surprise, les résonances. C'est un mot que j'aime bien, cette idée de résonance. Et je dirais que dans une séquence dialoguée, le dialogue au cinéma, c'est un peu comme en littérature, il exige du spectateur de faire des images, de se faire des images que les mots évoquent, dans le sens où un personnage va parler de sa soirée de l'avant-veille, il va décrire des choses, il va raconter des choses, où il va parler de ses sentiments. Le spectateur va imaginer ce qu'il dit, se poser des questions, imaginer sa soirée, imaginer les gens qu'il a rencontrés, imaginer ce qu'il était, ce qu'il ressentait et tout ça. Et donc, je dirais qu'il y a un régime d'image qui se fait. C'est pour ça que je trouve que le dialogue est très très cinématographique. C'est-à-dire que pour moi, pour les spectateurs, ça fait lever des images chez les spectateurs, des images qui sont à lui mais qui sont évoquées par le dialogue et qui se confrontent à un autre régime d'images qui sont les images qu'on a sous les yeux. Et à partir de là, se jouent des libres associations, des libres résonances, et on est dans quelque chose, oui, encore d'intuitif, encore peut-être de sensoriel, mais il y a quelque chose, oui, qui est plaisant, ce qui n'est pas dans la maîtrise, on va dire, vraiment... de quelque chose qu'il y aurait à dire, de quelque chose qu'il y aurait à comprendre, mais dans la possibilité, oui, de rêver, ou parfois de créer des contrastes, ou de raisonner avec. Je ne sais pas si mon explication... Oui, les images dans vos images, dans les peintures, les tableaux, dans Chronique d'une liaison passagère, je crois qu'on voit un bonnard, enfin, c'est moins, comme vous dites, un phénomène de sens ou de message, mais c'est plutôt, par l'image, une invitation à la levée des images chez le spectateur. Tout à fait, tout à fait. Et en tournant, on tente des choses, il apparaît des choses. Et c'est une façon de faire apparaître des choses, et comme dans tous les films, d'une certaine manière. Et parfois, au cinéma d'un film, on retient des images. Par exemple, prenons Hitchcock. Chez Hitchcock, prenons Vertigo, on a un sentiment d'image visuelle très fort, et on oublie que tout ça a été enrichi par des dialogues très longs, des dialogues fleuves. C'est très intéressant à Hitchcock, justement, le rapport à la parole et à l'image. Parce qu'on pense à Hitchcock, de suite, c'est encore l'erreur que font parfois, je trouve, les écoles de cinéma, comme un cinéaste visuel. Or, Hitchcock est un des cinéastes les plus prolixes, les plus volubiles. Ça parle énormément chez Hitchcock. Mais ce qu'on retient, ce qui nous marque, c'est en effet ces moments où ça arrête de parler. Mais on a oublié combien cette image, on va dire, existe par toutes ces images qui nous ont été amenées par les paroles, par les échanges, parce que les histoires sont toujours très compliquées, beaucoup plus compliquées que ce qu'on pense. Voilà. Après, je crois aussi, ce n'est pas tant qu'elles sont porteuses d'un message, mais aussi parce que les personnages ne regardent pas les œuvres.
dans Chronique d'une liaison passagère ou dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, il y a ce moment aussi qui est celui finalement à nouveau de la révélation d'une rencontre ou d'une révélation amoureuse qui se passe malgré cette beauté qui est en face et qui devrait être le centre d'attention des personnages, et en fait personne ne les regarde. Sauf comme nous, ça c'est vrai. Oui, nous on les regarde et nous on est vraiment et on a ces deux personnes devant qui sont en train de vivre autre chose et on a cette tension constante et toutes ces couches comme ça à la fois narratives. Non, mais c'est assez juste, et je trouve qu'il y a un rapport assez ludique justement lié au décor d'un film, que ce soit le décor ou les images dans le décor, justement à ce qui se passe et à ce que le spectateur cueille. On est dans ce qu'on évoquait tout à l'heure. On nourrit un imaginaire de chacun et il est plaisant pour nous, en tant que spectateurs, dans les films, de créer des liens. Et c'est une façon de donner la possibilité à créer des liens. Une autre question? Oui. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup. J'ai beaucoup aimé la séance, donc je ne savais pas que vous seriez là, donc je suis contente de pouvoir vous poser la question en direct. Moi, une réflexion que je me fais souvent en regardant vos films, que la plupart du temps j'adore parce que je trouve que ça nous renvoie à plein de contradictions humaines qu'on connaît tous plus ou moins, et donc les histoires mettent en scène ces contradictions. C'est intéressant. Ce que je remarque souvent, c'est que l'univers et les personnages ont l'air complètement déconnectés de toute contingence matérielle. C'est souvent des gens de la haute société qui certes ont un travail, mais c'est pas le centre du sujet. Ils sont très préoccupés par leurs sentiments, et donc l'histoire des sentiments prend de la place. Et malgré tout, il y a une inscription quand même sociale assez forte, avec des personnages qui sont peut-être un peu ou dans la bourgeoisie ou dans un milieu intellectuel. Et voilà, je m'interrogeais, est-ce que c'est quelque chose qui vous met plus à l'aise du coup pour exploiter ces sentiments enfin, pourquoi est-ce que... Alors, il y aurait plusieurs réponses à ça. Il y a peut-être quelque chose qui, en tout cas, qui va dans le sens, en tout cas, déjà peut-être ça, il y a peut-être, alors ça va, on va dire, des personnages de profs à de personnes plus aisées, mais on est en effet, parce que c'est pas de l'ordre peut-être du discours qui est l'ordre du sujet du film. C'est-à-dire que le film, je le conçois davantage comme une sorte de... je ne pense pas mes films comme un reflet du monde, mais davantage comme un petit théâtre intérieur. Et avec, oui, des personnages peut-être qui sont libres d'avoir du temps pour d'aimer, voilà. Après, et donc du coup, je vais choisir peut-être des classes sociales, peut-être celles qui se retrouvent le plus. C'est pas vous parliez d'autres bourgeoisie, c'est peut-être dans comment ça s'appelle, dans Une autre vie, où il y a un côté un peu haute bourgeoisie, et de l'autre côté vraiment l'inverse. J'essaye de faire des petites variations, et en même temps j'essaye peut-être d'évacuer aussi un discours sur le sujet, parce que c'est pas fondamentalement le sujet. Mais je ne sais pas je sais pas si ma réponse. Si, c'est intéressant, c'est-à-dire, enfin, je trouve que c'est intéressant, et en tant que spectatrice, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ce choix, c'est votre univers, et c'est agréable. Ça fait ressortir des caractères aussi, des personnes qui s'interrogent sur leurs sentiments, et parfois on voit que leur rapport aussi au désir, il y a des typologies, quoi. La bourgeoise qui s'ennuie un peu, qui va aller explorer des choses. Enfin, il y a une forme d'exploration de caractère aussi que je trouve intéressante, et enfin, il n'y avait pas forcément de... Peut-être aussi au fait que, d'une certaine manière, sur les métiers, enfin l'inscription sociale ou sociologique,
j'allais dire, comme vous disiez avec Lubitsch, vous êtes plutôt elliptique. C'est-à-dire qu'il y a oui, c'est pas absent, mais c'est pas, sauf s'il joue quelque chose de la relation, c'est plutôt, il faut le considérer comme un peu un temps mort sur lequel vous faites l'impasse. Oui, ou alors quand c'est ludique, comme dans Changement d'adresse, bon, eux ils n'ont pas trop d'argent, ils sont obligés de faire une colocation, elle travaille dans un truc de photocopieuse, lui il est musicien, on comprend qu'il ne roule pas sur l'or, mais leur profession est amusante. Prof, je trouve que ça permet, oui, des choses où on... Alors, voilà, où à la fois ça fait des personnages qui sont... voilà, qui se posent des questions, qui peuvent avoir, oui... je sais pas, c'est à la fois intuitif, parfois c'est drôle, parfois c'est pas drôle, mais j'ai pas une réponse très très précise parce que j'ai l'impression que c'est aussi le scénario qui parfois guide ça. Il y a des scénarios où c'est important, changement d'adresse c'est important parce que c'était une colocation, donc ça pouvait être que des personnes qui ont besoin, voilà. Et après c'est plus par rapport à, on va dire, je crois aussi à peut-être à des typologies que je peux côtoyer moi-même autour, donc je crois que je côtoie peut-être des artistes, des profs, des professions qui sont dans l'ordre un peu peut-être aussi des personnages qui sont dans mes films, et peut-être voilà, on verra les films suivants. Mais oui. J'ai juste, moi, simplement une réaction par rapport à votre question. C'est que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne trouve pas un seul personnage qui s'ennuie dans le film. Ils angoissent, certes. Ils se posent énormément de questions. Non, dans la question, c'est par rapport à madame, en fait. C'est que je ne trouve pas un seul personnage qui s'ennuie, bourgeois ou pas. Ils sont très occupés par leurs désirs. Ils ont beaucoup de travail. Voilà, et puis voilà, est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il existe, voilà, je pense que le fait d'être occupé par ses désirs, voilà, est-ce que ça correspond à des classes sociales, voilà, je m'aventurerai pas à apporter non plus une réponse. Mais c'est vrai que les personnages, oui, j'ai pas l'impression en tout cas de faire de personnages qui s'ennuient. Ils sont extrêmement préoccupés par les questions qui les animent. On va être obligé de s'arrêter, mais on vous retrouve d'abord dans les présentations de séances, et puis je le disais, à la séance des courts-métrages du 15 septembre. Mais en attendant, vraiment un grand merci, d'abord pour votre temps, votre parole.